d'avoir des entreprises viables. Président Palincourt, Jacques Chanu, Cécile Duflot veut tout remettre à plat dans la future loi cadre du logement. Alors que savez-vous de ces intentions à l'heure qu'il est? Jacques Chanu. Je crois d'abord qu'il faut être très prudent parce que si on additionne tout ce qu'on entend en bruit de couloir, tous les espoirs d'ailleurs que cette nouvelle loi suscite, je crois qu'elle va être pharaonique, cette nouvelle loi. Donc là-dessus, nous, j'espère que le président Palincourt en sait plus, mais nous, on reste très prudent et on attend que des annonces officielles soient faites. Néanmoins, il y a deux points essentiels que j'aimerais rappeler ici et qui nous tiennent vraiment à cœur dans le cadre de cette loi. C'est qu'une loi cadre qui ne s'attaquerait pas au problème de l'offre foncière serait un leurre. Quand je dis l'offre foncière, c'est surtout le développement de cette offre foncière. Et là, on a une petite crainte à nouveau qu'on fasse dans le cosmétique, parce que dans le cadre de la loi décentralisation 3, lorsqu'on voit que les permis de construire resteraient de la seule responsabilité des maires, disons que ce n'est pas forcément un signe fort de capacité de développement de l'offre foncière. Merci. Alors, je crois que là aussi, il y a du bon sens. Sans offre foncière, sans terrain, il n'y aura pas de construction. Donc l'enjeu, il est majeur. Il y a aussi la question de l'artificialisation des sols, donc terme très technocratique qui veut dire le gel des destinations de ces mêmes terrains. Et là-dessus, je crois qu'il faut aussi avoir un minimum de bon sens. Sans nouveaux terrains, on aura du mal à assurer ce développement de cette offre foncière. Tout n'est pas réglable et soluble dans la densification. La densification veut dire forte urbanisation et veut dire surtout pour certains ménages, un surcoût. Le développement de la maison individuelle sur des terrains nouveaux est souvent un problème financier pour les gens qui veulent s'installer. Et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire et que d'une idée théorique qui paraît bonne, évitons le gaspillage, il ne faut pas non plus rentrer dans des systèmes qui pénalisent le développement de l'offre de logement. En matière locative, c'est mon deuxième point, en matière locative sur la loi de 89, nous on considère qu'elle constitue un cadre équilibré qui déjà préserve beaucoup les droits du locataire, et qu'il faut être très prudent sur l'évolution de celle-ci, même si on nous cite souvent l'Allemagne comme comparateur, où en Allemagne, effectivement, il y a une loi qui est très différente, mais les aides fiscales aussi. Il ne faudrait pas remettre en cause l'équilibre entre bailleurs et je crois que, comme le dit très bien Philippe Vandemel, au moment où on veut faire revenir les zinzins, les investisseurs institutionnels, j'adore ce terme d'ailleurs, tout comme toi. Je crains qu'un signe sur un durcissement des mesures liées aux investissements locatifs ne soit pas un bon signe, comme par exemple l'interdiction du congé pour vendre, qui à mon avis serait quelque chose d'un peu délicat. Donc voilà, en résumé, nous, au niveau de la FFB, on défend l'investissement locatif, et aux côtés de nos amis de la FNIM, ce soit évidemment en neuf, mais aussi dans l'existant. Avant de donner la parole au président Palincourt, je crois qu'il y a Bernard Worms qui veut vous répondre. Non, juste, je crois qu'il faut éviter, c'est un peu la conclusion générale, de bousculer l'équilibre actuel qui a été mis en place de façon difficile et qui était apparu comme à peu près satisfaisant. Donc qu'il faille faire des nettoyages, c'est certain. C'est vrai que la comparaison avec l'Allemagne a des limites, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas de zone très tendue. Si on peut dire ça, il manque plus d'Allemands que de logements. Donc la situation n'est pas la même. Alors là où je serais peut-être plus pessimiste que vous, c'est sur les investisseurs institutionnels, parce qu'il se trouve qu'on a participé à la demande de Londres, de la ville de Londres, à une étude internationale qui allait de la Nouvelle-Zélande au Danemark, enfin sur une trentaine de pays, et qui a été publiée, et que dans tous les pays, l'investissement dans le domaine du logement, je ne parle pas d'investissement dans le domaine du tertiaire, mais l'investissement dans le domaine du logement a été déserté par les investisseurs institutionnels, et que dans tous les pays, parce qu'on peut laisser l'Allemagne de côté, mais l'Allemagne, c'est parce que, comme vous dites, il n'y a pas de congé pour vente, donc on n'a pas pu vendre les anciennes régies. Dans tous les pays, l'investissement dans le domaine du logement est le fait des ménages. Je crois qu'il faut en tenir compte et que c'est pour ça qu'il faut aussi maintenir un équilibre en faveur des ménages. Philippe Pelletier, en un mot,
Et ensuite, Sur ce point-là, voilà. je suis d'accord avec Bernard Worms, mais je dis les choses un tout petit peu différemment. Je crois que c'est une utopie que de penser que les banques et les assurances reviendront en direct sur le placement logement. Je crois en revanche que le modèle qu'on doit développer, c'est d'essayer d'inciter les ménages à se diriger vers des placements collectifs. Le modèle de la SCPI hier, d'autres modèles demain, qui permettent une gestion professionnelle des biens ainsi acquis par une collecte de l'épargne. C'est probablement une voie intelligente qui conduit à retrouver des grands acteurs détenant des portefeuilles d'actifs avec une gestion professionnelle sans demander aux institutionnels d'entrer en direct dans la détention d'actifs. Ils nous ont dit clairement que ce n'était pas leur métier et d'une certaine façon, on peut le comprendre. Président, que sait-on des projets de la ministre et est-ce que ces projets sont à la hauteur de l'enjeu? Oui, je voudrais revenir un instant sur l'intervention de Bernard Worms, parce que je crois que c'est essentiel où se situe le juste équilibre entre les propriétaires occupants et les locataires. Aujourd'hui, c'est 57-43, hein, mais ce qui était vrai en 2007, hein, lorsque le président de la République annonçait une France de propriétaires, 70% de Français propriétaires de la résidence principale, on a tourné la page. Moi, je ne vais pas refaire la table ronde d'hier matin économique, mais moi, je réfute le terme de crise. Aujourd'hui, c'est pas. Il y a un changement de modèle. Et ce changement de modèle a commencé en 2008 avec la chute de Lehman Brothers. Aujourd'hui, on ne peut plus concevoir une politique du logement telle qu'elle existait il y a simplement 5 ans. Moi, quelques chiffres, si vous voulez, mais de temps en temps, ce n'est pas inutile. 2011, une année tout à fait exceptionnelle. On parle de 850 000 transactions sur le marché de l'ancien. 2 mesures. On supprime le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, en 2011, c'était 350 000 transactions, dont à peu près 300 000 sur le logement ancien, donc 850. Moins de 300, hein, si on admet l'idée que plus personne n'accède à la propriété parmi les ménages modestes. Donc 300 000 personnes. Dans le même temps, on corrige le calcul de la plus-value avec une réforme douloureuse. Hein. Le marché de l'investissement locatif et de la résidence secondaire, c'est à peu près 30% du marché. Ça fait encore entre 200 et 250 000 transactions. Donc vous voyez que simplement avec 2 mesures, hein, c'est-à-dire la suppression du prêt à taux zéro et la réforme des plus-values, plus de la moitié du marché va être impacté. Alors, c'est un changement de modèle. C'est un changement de modèle. On demande au logement social, ben voilà, faites 150 000 logements. Mais on s'aperçoit que l'équilibre est rompu quand même. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des zinzins, mais je pense plutôt, comme Philippe Pelletier, que c'est à travers les moduliers de papier qu'on va apporter une solution. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le marché d'aujourd'hui est un marché complètement différent de celui d'hier. Alors, bien sûr, toutes les réformes qui sont annoncées, je n'en sais pas plus que Jacques, hein, nous attendrons tous ce que va dire Madame Lienemann, mais enfin, à travers le discours qu'elle a eu hier matin, on n'attend pas de très bonnes nouvelles. Hein, alors pour nous, l'essentiel, et j'en termine pas là, effectivement, c'est déjà une réforme de la profession. La profession a besoin de se réformer, la profession a besoin de se prendre en main. On va profiter de cette période un petit peu difficile qui, encore une fois, n'est pas une situation de crise. Hein. C'est vrai qu'on va souffrir parce que on est sur une économie en récession. Hein. Aujourd'hui, les 16 économies qui enregistrent de la croissance sont les économies émergentes. Donc, c'est sûrement pas chez nous. Donc, il y a un nouveau modèle qui se met en place. Il faut en profiter pour réorganiser nos professions et faire en sorte donc de passer cette période difficile. Bernard Worms et ensuite Philippe Pelletier.
Oui, je crois le président Palincourt dit le modèle a changé. Bon, il a raison. Et en même temps, quand on regarde ce qui s'est passé dans l'ensemble des économies occidentales, on constate que la crise financière, partout, s'est traduite par une chute du nombre de constructions et du nombre de transactions. En revanche, en France, ça ne s'est pas traduit par des difficultés massives pour les accédants à la propriété. Et quand on compare avec des pays où ces difficultés ont été massives, par exemple l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, eh bien, on constate qu'en dehors de l'organisation même de la filière de crédit, il y a un élément qui a été un élément stabilisant en France, c'est cet équilibre de fait entre le parc locatif et parc locatif social, parc locatif privé, et l'accession à la propriété. Et je constate qu'en Grande-Bretagne, je ne parle pas de l'Espagne, mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, un peu avant la crise, le nombre de propriétaires a baissé, alors qu'en France, pour autant qu'on le sache, il n'a pas baissé. Donc, au fond, que ce soit un objectif politique, c'est possible, mais je crois qu'on ne doit pas faire du taux de propriétaires un objectif en soi. Ce qui est un objectif pour nous tous, c'est que c'est l'accès au logement de tout le monde et que le fait qu'on ait un parc locatif important a sûrement été un élément qui a limité pour les ménages les effets de la crise. Philippe Pelletier, en un mot, parce qu'on arrive presque au terme de cette table ronde. Eh bien alors, 2 mots. 2 mots. Attention fragile. Attention fragile. Allez-y. Je peux développer? Oui. Attention fragile, c'est pour moi le fil rouge de l'écriture de toutes ces réformes. Attention fragile, le droit locatif. Fragile, l'équilibre obtenu en 89. Et si l'on veut doter le locataire d'une situation juridique meilleure, plus stable, il faut corrélativement que le bailleur trouve une situation économique meilleure. En dehors de cela, je ne vois pas de voie. Attention fragile, la réforme de l'urbanisme. Comme il a été dit, le grand sujet serait qui va détenir les autorisations d'urbanisme. Si ce sujet n'est pas réglé, on va traiter qu'à la marge les sujets. On sait déjà que dans la réforme qui se prépare, on va davantage rendre possible l'adaptation de la règle à la réalisation des projets. On sait qu'on va augmenter la densité des villes, on sait qu'on va essayer de réduire l'étalement urbain. Attention fragile, la réforme de la copropriété. Copropriété veut dire propriété ensemble. L'idée, c'est qu'il y ait davantage d'ensemble et un peu moins de propriété, avec les difficultés du genre. Et quant à la réforme des professions, il en a été déjà parlé. C'est sans doute le dernier instant où j'ai la parole. Je voudrais juste dire à mon ami René Palincourt que je le remercie d'avoir été ce partenaire très actif du plan bâtiment Grenelle hier, du plan bâtiment durable aujourd'hui. C'est sous son premier mandat qu'on a mis en place une collaboration très active avec les professions immobilières. Il a eu la bonne idée de nous détacher un officier traitant permanent en la personne de Benoît Fauchard. Et nous fonctionnons très bien avec la fédération pour organiser ces évolutions de l'avenir, parce que les enjeux, c'est une transformation de la société, et cela, je ne l'oublie jamais. Merci René. Merci pour cet hommage, Philippe Pelletier. En un mot, même défi, ou plutôt en 2 mots, Jacques Chanu, est-ce que vous avez des chances d'être entendu sur la TVA à taux réduit et sur le PTZ+? Oui ou non? Oui, bien sûr. En tout cas, on va tout faire pour. Je peux vous dire qu'on est prêt à mener un combat âpre. On a une petite année. Je pense qu'on aura tous d'ailleurs le même souci sur la réussite de ce combat. Les quelques déclarations de la ministre laissent entrevoir quand même une possibilité d'amendement. Donc ça, c'est sur la TVA à 5%, puisque, oui, je le rappelle simplement, nous on demande qu'effectivement, puisqu'il n'y a plus que 3 taux, on revienne à 5% au lieu de 5,5 ou 10. Sur le PTZ+, là, la demande, elle est claire, et je crois que là aussi, elle est partagée. Ce que l'on demande, c'est un retour massif et puissant au différé à 100% sur 15 ans. Donc là aussi, les dernières mesures annoncées laissent entrevoir un espoir. Mais attention aux détails. Souvent, le diable est dans le détail, dans ce genre de choses. Donc avant d'être complètement satisfait, on attend de voir quels seront les décrets.